Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit cours qui aurait dû être donné en Sorbonne, mais l'administration avait fermé la Sorbonne jeudi dernier, donc on va le faire entre nous. Alors, le cours s'appelle Autochtonie entre amour de soi et haine de l'autre. Pour resituer, pour ceux qui ne sont pas mes étudiants cette année, on fait un cours sur amour et politique, c'est-à-dire en gros comment est-ce que le pouvoir s'empare de cette disposition à l'amour qui existe chez les êtres humains. Bien. Alors, on avait travaillé donc en cours sur les notions d'intégration, sur la notion d'identité, et on arrivait donc au troisième cours, qui est celui que je vous propose aujourd'hui, sur autochtonie entre amour de soi et haine de l'autre. En d'autres termes, comment est-ce que le pouvoir peut s'emparer du sol dans dans son exercice. Alors tiens, on va repartir comme ça tout de suite dans une première introduction des 4 domaines de Balandier, vous vous souvenez, intérieur, extérieur, sacralité, ambiguïté. Hein. Donc l'ordre intérieur, comment je maintiens l'ordre intérieur comme domaine du pouvoir, comment je maintiens les relations avec l'extérieur comme second domaine du pouvoir, l'ambiguïté, c'est-à-dire comment je justifie les inégalités, et la sacralité, c'est-à-dire comment je rapporte l'existant à un rapport sacré entre ordre humain, et pouvoir divin. Comment je transcende en quelque sorte le pouvoir en faisant semblant que l'organisation matérielle du pouvoir ne soit pas simplement une conjonction de rapports de force, mais quelque chose qui est reçu, qui est supérieur, qui est transcendant. Ben, le thème de l'autochtonie se situe là, vraiment au cœur des 4 domaines. En effet, l'autochtonie, c'est effectivement un rapport particulier à l'intérieur. Nous sommes ceux qui venons de cette terre. Évidemment, c'est défini, les autres, ceux qui ne sont pas issus matériellement de cette terre, ne sont pas autochtones. Cette autochtonie va, dans de nombreux cas, mais on le verra tout à l'heure, et puis dans le mot autochtone en grec, vraiment définir la sacralité qui entoure un peuple. C'est ce peuple-là qui sort du sol et de ce sol-là. Et puis évidemment l'ambiguïté, puisque l'autochtonie va justifier les inégalités entre les autochtones et les autres, entre les purs et les impurs. Bien. Avant d'aller plus loin, je veux simplement faire une petite parenthèse, toujours dans l'introduction à notre sujet, autochtonie entre amour de soi et haine de l'autre, puisqu'en effet, il me semble qu'il y a un rapport singulier entre le thème de l'autochtonie et l'anthropologie. Je m'explique. Euh, L'anthropologie, on peut le définir comme l'étude des cultures. Tiens, ici on prend le mot culture, qui est quand même, quelles que soient les définitions qu'on a de l'anthropologie, un élément central. Le mot culture a un rapport avec la notion d'autochtonie. Dans ce monde mondialisé, fluidifié, et liquide, etc., on a tendance à l'oublier. En latin, cultura, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire l'activité agricole, cultiver, être en train de cultiver. Ça désigne le culte qu'on rend par exemple aux petits dieux locaux. Et enfin, la culture de soi, le développement de soi. Et on peut faire le lien, disons, en affirmant que l'homme cultivé, c'est celui qui développe sa terre en même temps qu'il construit ce développement sur un ordonnancement local par les petits dieux locaux. Donc c'est la... comment est-ce qu'on s'ancre dans un ordonnancement local des choses, du divin, du sacré, des rapports entre les humains. Voilà, définition d'une culture. Et donc, dès cette notion-là, on a ce rapport entre la matérialité locale, la matière là où on est, sous nos pieds, bon, la terre, quoi. Et puis, à moins qu'on vive sur les eaux. Et puis, donc, la sacralité, la sacralisation. Et puis, le développement de soi, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement un espèce d'anthropopithèque quelconque, pardonnez-moi, un homme de Cro-Magnon, on est un être cultivé dès lors qu'on entre dans cette façon de mettre en scène le monde collectivement, en rendant un culte, en socialisant, si on veut bien, euh, un ordonnancement local, un ordre local des choses, ordo rerum,
l'ordre des choses de la nature, et l'ordo hominum, l'ordre humain. On le connecte à ce moment-là, et c'est là qu'on fait culture, en tout cas dans la définition latine. Bien. Alors, pour ce cours, qui ne sera pas un cours, je suis bien désolé parce que je ne suis pas face à vous, mais on fera comme on peut, quelques ressources. D'abord, le séminaire dirigé par Claude Lévi-Strauss, l'identité, et plus précisément l'article de Françoise Zonabend, à l'intérieur de ce recueil. Je l'ai déjà utilisé au cours précédent, vous savez, pour parler de Madame L'Héritier et sur le travail qu'elle a fait sur l'identité Samo. Ici, on va utiliser Françoise Zonabend, l'article Pourquoi nommer les noms des personnes, les noms de personnes dans un village français, Minon-Châtillonnais, c'est le sous-titre. Je passerai dans un petit article de Politics, qui est extrêmement drôle, d'Elisabeth Rémy et Corinne Beck, Alloctone, autochtone invasif, catégorisation animale et perception d'autrui. Donc c'est le numéro 82, figure de la décision de la revue Politics. Enfin, deux articles de Marcel Détienne, hein, l'art de fonder l'autochtonie, boum, entre Thèbes, Athènes et les Français de... Pardon, l'art de fonder l'autochtonie entre Thèbes, Athènes et le Français de souche, et enfin, au PUF, des métamorphoses de l'autochtone au temps de l'identité nationale. Voilà, des métamorphoses de l'autochtone. Je les mettrai tout ça en commentaire. Bon, alors, je voudrais commencer par là. Marcel Détienne, un helléniste de renom, a écrit un jour donc cet article des métamorphoses de l'autochtonie au temps de l'identité nationale. Alors, cet article est situé historiquement, puisqu'en effet, il le situe donc en quelque sorte comme une réaction, même si c'est 3 ans après, à un événement. Depuis le 29 juin 2006, première ligne de l'article, le Conseil des droits de l'homme a adopté la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Elle doit être débattue par l'Assemblée générale de l'ONU à New York, etc., etc. Et ce que nous dit Marcel Détienne, c'est comme une invitation à la méfiance, à la vigilance par rapport à cette notion d'autochtonie qui est très politiquement correcte. Les peuples autochtones, c'est finalement le droit des peuples qui ont été envahis dans des processus de colonisation et qui sont distincts du régime normal de l'État. Ils auraient comme un droit singulier, particulier, en étant des peuples premiers. Et on a utilisé pour les décrire le mot autochtone. Bien. Alors évidemment, en helléniste, Marcel Détienne va nous raconter d'où vient le mot autochtone et il va nous inviter à une forme de vigilance en faisant un parallèle, par exemple, avec le mot raciné, qui était utilisé par les intellectuels d'extrême droite dans la première moitié du XXe siècle, avec les revendications des partis qui aujourd'hui souhaitent qu'on donne la priorité aux Français de souche. Donc si vous voulez, c'est une espèce, et d'ailleurs je crois que le titre de mon cours le faisait bien comprendre, une espèce de premier appel à la vigilance par rapport au mot autochtone. Bien. On va bien voir que il y a une forte discrimination des impurs qui ne sont pas autochtones, et bref, on va voir les choses ensemble. Alors quel est le mythe de l'autochtonie, le mythe premier, ce qui a fondé cette notion en quelque sorte? Le mot autochtone apparaît en Grèce à peu près en moins 450 avant Jésus-Christ. Bon. Ou avant notre ère pour être plus politiquement correct. Alors, il apparaît d'abord dans des tragédies d'Échille. Et puis, il aurait été développé et utilisé par un grand discours de Périclès à la fin des guerres médiques. Et Périclès, donc ça c'est le résumé par Marcel Détienne, mais je vais résumer encore plus, dit un peu la chose suivante. Notre cité est autochtone, nous sommes jaillis de la terre, et ce rapport de pureté
Personne, aucune autre cité ne l'a. Nous sommes la cité autochtone. Ensuite, petit glissement. Donc nous sommes jaillis de la terre. On verra quel mythe on raconte ensuite. Nous autres êtres humains qui descendons d'Érecté, le premier vraie sortie de la terre, si on veut bien, athénienne, nous sommes plus purs. Et nous descendons les uns des autres en ligne droite. Nous avons un ancêtre commun dont nous dépendons tous, et en cela nous sommes tous fruits de cette terre athénienne. Nous sommes de la glaise athénienne, si on veut bien. Ce qui nous distingue des métèques, des esclaves, des autres, qui sont, eux, impurs. Dernier point, cela nous lie à nos morts, mais pas aux morts de la guerre, de la dernière guerre, etc., aux morts depuis la nuit des temps, aux premiers morts. Nous sommes en relation étroite avec ceux qui nous ont fondés et qui sont cette terre et qui existent à travers nous. Bien, nous sommes une seule lignée d'autochtones. Alors, le mythe athénien, tardif, du 5e siècle avant Jésus-Christ, est le suivant. Vous savez qu'il y avait un conflit entre Poséidon et Athéna pour posséder Athènes, pour être en quelque sorte la divinité tutélaire d'Athènes. Alors, Poséidon offre une mer salée, intérieure, ou une source salée intérieure, et Athéna offre un olivier. Les dieux, les 12 dieux, et puis les Athéniens votent pour l'olivier, c'est Athéna qui gagne. Alors, à ce moment-là, que s'était-il passé? Il existe à ce moment-là un roi qui s'appelle Érecté, qui valide en quelque sorte cette décision, qui est le fils de Kékrops. Kékrops, lui, était littéralement une espèce d'être mi-humain, mi-serpent, qui était lui aussi sorti de la terre. Et alors attention, parce que Érecté, le fils, lorsque Poséidon apprend sa défaite, Poséidon prend son élan, il redescend, il enfonce dans une gigantesque faille Érecté. Et à cet endroit-là d'ailleurs, là où l'ensemble de la métaphore est assez sexuelle, vous l'avez bien compris, on fonde le temple de Poséidon Érecté, c'est-à-dire que Poséidon prend le nom de celui qu'il a assassiné, et de là vient tout, à la fois l'équilibre entre Poséidon et Athéna, donc le fait qu'elle soit pas co-divinité tutélaire, mais que Poséidon ait sa place. Pour un peuple avec autant d'activités maritimes, ça devait avoir son importance. Et la fusion en terre de tous les éléments, qui donne ensuite l'origine divine de tous les Athéniens. Ce sont des descendants de Kékrops et d'Érecté à travers cette guerre entre Poséidon et Athéna qui trouve sa solution dans l'enfouissement d'Érecté. Bien. Dès lors, on distingue les Athéniens de toutes les autres cités qui, elles, ne sont pas autochtones, même si Thèbes, c'est ce que raconte Marcel d'Étienne. Et puis, en fait, ce qu'il nous dit, c'est que la plupart des cités primitives ont un mythe de leur jaillissement du sol, ou alors un mythe du moment où ils étaient les peuples premiers. Je vous parlais dans un cours précédent de la Bible des Gitans, on retrouve ça, nous étions les premiers, nous étions là, Dieu, etc. Mais vous trouverez ça aussi chez les Iraniens, enfin, cette idée ou chez les Scandinaves. Donc en gros, nous, le nous des peuples, c'est nous sommes les premiers. Là, on a un mythe spécifique où nous sommes les premiers issus de la terre, et on peut tirer cette filiation, nous sommes en quelque sorte la glaise perpétuellement renouvelée de ce sol-là. Bien. Alors, vous me ferez penser, par votre présence magique, à ne pas oublier de vous parler de l'expression française de souche. Bien. Alors, maintenant qu'on a vu cette distinction, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, ce mythe. Ce mythe, c'est en quelque sorte un tiers inclus dans toute relation, mais qui a comme vocation d'exclure tous ceux qui ne sont pas autochtones. Donc dans chaque relation, il y a moi, l'autre, le mythe, et le mythe vient distinguer ou rapprocher. Mais il est en quelque sorte un facteur de distinction du même et du différent extrêmement puissant. Bien. Ensuite, un point qui m'intéresse là, c'est que il y a essentialisation. Les Athéniens sont de l'Athénien.
ils sont purs, c'est pas une identité qu'on acquiert, euh, et cette essentialisation, elle est matérialisée dans un lien avec le sol, avec la terre. Hein. Bon. C'est une cité qui est née d'elle-même en quelque sorte, et dont tous les citoyens, les vrais citoyens, c'est pas une qualité politique finalement, sont des enfants en ligne directe. Euh, alors, en d'autres termes, ça veut dire qu'on ne peut pas devenir athénien. Bien. Alors effectivement, Périclès a imposé des réformes, imposant que, par exemple, pour affirmer les droits de chaque citoyen, on fasse une enquête pour savoir si le grand-père, du côté du père, était bien lui-même purement athénien. Donc on introduit cette notion de pureté et d'impur, qui est purement, qui ne l'est pas. Purement athénien, qui ne l'est pas. Et de la même manière, nous sommes la cité la plus pure. Nous sommes la cité la plus pure, et parmi nous, enfin, d'ailleurs, on pourrait tout à fait voir dans cette doctrine, finalement, la fin d'Athènes en réalité. Dès lors qu'elle n'a plus été incapable d'intégrer les métèques, c'est-à-dire les étrangers, commerçants, et plus capable d'intégrer des esclaves, elle s'est trouvée qu'une population d'esclaves de plus en plus immense, avec une population pure de plus en plus petite, ayant de plus en plus besoin de la population la plus large mais la plus exclue, notamment pour les guerres, et évidemment, elle y trouve un principe d'affaiblissement. Or, les armer et faire des esclaves des hoplites, c'était en faire des citoyens. Bien. Alors, euh, vous voyez aussi comment, immédiatement, dès qu'on parle d'autochtonie, c'est-à-dire un lien profond avec la terre, mais qui soit génétique, fermé, si vous voulez, hermétique au mélange, en fait, il se passe quelque chose de très simple, on exclut le droit du sol. C'est-à-dire que le sol ne donne plus la nationalité, le sol, au moment de la naissance, ne donne plus le droit d'appartenir à telle ou telle communauté, en l'occurrence à la communauté athénienne. En d'autres termes, si on voulait établir une règle de l'autochtonie en France, il faudrait identifier qui est vraiment autochtone, ce qui serait épouvantablement difficile puisque la France c'est un flux et un reflux permanent de mouvements de population venant de toutes les parts du continent européen et d'Asie et d'Afrique. Euh, et d'ailleurs, bien. Donc, on devrait d'abord délimiter qui est purement issu de cette alliance originelle entre un peuple et un sol. Et ensuite, il faudrait interdire que qui que ce soit devienne français simplement par le sol. Il ne pourrait plus l'être que par une espèce de communication très pure. Il faudrait contrôler d'ailleurs le ventre des femmes systématiquement pour savoir si c'est bien le bon sperme du bon papa qui a été donné, parce que sinon il y aurait rupture de la lignée. Bien, donc on exclut le droit du sol. Il y a l'expression français de souche, et alors justement, c'est là que je vais vous parler de Françoise de Narbonne et de son article, euh, qui est complètement tordu et qui vient en quelque sorte comment vous dire, j'allais dire s'aboucher, qui vient continuer en quelque sorte les théories de Maurice Barrès sur les racinés, l'enracinement, la France enracinée, les racinés, ceux qui ne sont pas des Français d'adoption, des métèques, etc., etc. Alors qu'en réalité, l'expression originale en France, c'est pas être de souche, c'est faire souche. C'est ça que je trouve génial. Donc, elle est allée, Françoise von Narbonne, faire une étude dans un village français de Bourgogne qui s'appelle Minot en Châtillonnais, où on s'aperçoit qu'en réalité, bien qu'il ait toutes les apparences d'un petit village extrêmement calme, euh, quasiment toutes les familles qui sont là ont bougé, sont nouvelles, ont été renouvelées par une immigration permanente du Morvan qui est à côté, d'autres régions de Bourgogne, d'autres régions de France, d'autres pays. Et alors elle montre ensuite comment est-ce que d'abord on habite à la marge, puis progressivement on s'intègre, son nom change pendant le processus d'intégration. C'est une étude sur un siècle, mettons, entre 1878 et 1968. Elle commence même plus tôt, donc elle dit voilà, en 1836, date du premier recensement, Minot compte 718 habitants, 688 unités domestiques, etc. Euh, voilà, je vous dis tout simplement, ces chiffres donnent un aperçu du mouvement migratoire de la commune. En un siècle et demi, le stock patronymique s'est presque totalement renouvelé. Voilà.
que les noms ont quasiment tous changé. Bien. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que une fois qu'on a travaillé à l'extérieur, on ouvre un foyer, on fait feu, et surtout, on fait souche. Voilà. Alors, par exemple, il y a une femme, en parlant de cette Louise Vincent, on dit elle a refait souche au village. Voilà, c'est faire souche. C'est vraiment s'enraciner, faire racine. La notion d'autochtonie oblitère complètement cette notion de faire souche, de faire racine. Bien. Alors, ce que j'aurais eu le temps de... D'ailleurs, j'ai le temps, mais il me semble que les vidéos trop longues, c'est quelque chose d'assez déplaisant pour les vidéos spectateurs. Mon intention, si vous voulez, c'est vraiment de gratter, de développer, on reprendra ça au prochain cours, cette ambiguïté de la notion d'autochtonie, la violence qui est en elle. C'est-à-dire que d'abord, nous avons tous une mère ou un père, étant donné les mythes grecs, on faudrait plutôt dire une mère, en l'occurrence commune. Mais c'est assez différent, par exemple, des mythes chrétiens d'Adam et Ève. Ils ont été posés sur un sol, c'est pas le sol qui les a sortis. Là, dans ce mythe-là, le mythe de l'autochtonie, c'est vraiment, nous sommes issus de la mer, en fait, nous en sommes une continuation. Il n'y a pas de distinction entre nous et le sol. Et ça produit une essentialisation du peuple, une essentialisation du groupe culturel. Il est une seule continuité matérielle, et ça exclut toute forme de négociation par rapport à l'identité. C'est-à-dire que c'est une définition culturelle qui implique un tel lien entre le sol, un intangible, enfin si c'est très tangible, mais je veux dire, on ne peut pas le modifier, et le peuple, que plus aucune négociation n'est possible. Il y a les Samaritains qui sont aussi comme ça, on pourra en parler quand on se verra. C'est des Juifs qui, eux, effectivement, considèrent une secte particulière, on va dire, du judaïsme, qui considèrent qu'ils ont un lien absolu au sol, exclusif, et que ils l'ont jamais quitté, ils ne le quitteront jamais, ils en sont presque sortis. Bon, mais remarquez, dans le sionisme de manière plus générale, on va trouver aussi l'idée d'un peuple, mais il n'est pas promis, il n'est pas issu, il est élu et on lui donne une terre. Il y a quand même une séparation. Ce n'est pas un motif de l'autochtonie, bien que ce soit intéressant. Il y a dans la notion d'autochtonie une véritable violence. Alors, prenons amour de soi et haine de l'autre dans cette idée de faire souche, d'être autochtone, d'être issu du sol. Ben, en fait, c'est deux options si radicales qu'on a du mal à les ressentir sincèrement. D'abord, la haine de soi. Pardon, la haine de l'autre. La haine de l'autre, elle est nécessairement bien pure et complète. Pourquoi ? Parce que il est immédiatement du côté de l'impur, et un impur tel qu'aucune négociation n'est possible. L'autre est radicalement impur dans un cadre de conception autochtone d'un ensemble culturel. Bien. Mais l'amour de soi, il ne s'agit pas, à cet endroit-là, d'aimer ce que nous sommes en train de faire, la communauté que nous sommes en train de tisser, l'effort commun que nous avons les uns vis-à-vis des autres pour maintenir ensemble une communauté politique cohérente. Non. L'autochtonie implique que on sanctifie, on sacralise, on adore une identité donnée. Donnée par le sol. Donnée par une origine matérielle commune et incorruptible. Il s'agit donc d'un amour qui doit aller de soi. C'est une adoration, un culte, une culture qui n'est pas négociable, dont l'essentialisation est matérialisée par le sol. En d'autres termes, en trahissant, en aimant ailleurs, vous trahissez le sol, la matière comme mère commune. Bien, et comme garante de la pure essence que partagent tous les autochtones. Bien. Alors une fois qu'on a identifié ce pôle de danger dans le fantasme de l'autochtonie comme source de haine radicale, ou en tout cas de mépris radical par rapport à l'altérité, à l'autre, à l'étranger,
et en même temps comme logique de purification en interne et de vocation totale de l'individu à une appartenance, on pourrait quand même se poser la question de comment sauver la Terre dans le fait qu'on fasse culture. Aujourd'hui, les souffrances, les troubles, les catastrophes que nous subissons ne sont pas du tout afférentes à un culte de l'autochtonie ou à une culture de l'autochtonie ou à un fanatisme de l'autochtonie. Le dernier qu'on ait connu qui soit vraiment fort et qui ait eu des conséquences majeures en Europe, c'est le nazisme, qui était effectivement dans l'idée d'une autochtonie et d'un Lebensraum qui soit, et d'un lien entre le sang et la terre. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt au contraire la mondialisation débridée, la déterritorialisation, l'acosmisme complet, c'est-à-dire la négation du sol, de la terre, des terroirs, de la distance, qui provoque des destructions. Bon. Donc, on pourrait se poser la question d'un équilibre, c'est-à-dire comment on fait culture sans virer dans le délire autochtone et sans non plus s'abandonner complètement à la négation du monde comme matière et comme limite que propose le néolibéralisme de marché, quoi. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut se proposer? L'idée, ce serait de réussir à développer collectivement des formes d'attachement locaux éphémères. Comment peut-on créer un attachement local éphémère? Faire en sorte qu'on s'aime ici, bonjour ici, je suis ravi d'être avec toi ici, nous construisons ici quelque chose. Alors, il me semble qu'il y a aujourd'hui un vrai désir de cela, une vraie opportunité de cela. C'est comme ça, par exemple, en distinguant, si vous voulez, l'autochtonie d'une appartenance locale éphémère, que je caractériserai, je me proposerai de penser les actions qui poussent à une activité d'agriculture locale. Les gens qui se disent locavores et qui vont chercher des produits locaux en tissant des liens avec les producteurs, avec leur terroir, les gens qui font des coopératives agricoles pour ancrer et solidifier un territoire, en visant le territoire, comme je pense à celles qui existent dans le Larzac ou ailleurs. Mais encore, je me souviens d'inventions géniales qui avaient été produites dans des squats à Montreuil, où ils produisaient, donc ces habitants dans des squats produisaient de la littérature sur comment renaître, comment naître en fait là où je m'installe, comment naître, avoir comme terre natale l'endroit où je m'installe. Comment par la civilité et la culture qu'on développe quelque part, on déploie un attachement au sol, un attachement à la terre, un attachement au lieu, une matière qui nous maintient ensemble et nous sépare, sans pour autant sombrer dans une essentialisation, sans pour autant sombrer dans le mythe de l'autochtonie. Bien. Pour me résumer, à travers la notion d'autochtonie, le pouvoir peut convoquer de manière absolument non négociable, absolue, et sans aucune perspective de porosité vis-à-vis d'une altérité, les citoyens à une appartenance. Pour le dire autrement, via l'autochtonie, le pouvoir peut convoquer un citoyen à une appartenance totale. Il se doit corps et âme. Il n'y a plus aucune sphère de négociation. Il n'est plus un membre, il est une partie. Il n'est plus un parmi, il fait partie d'eux. Donc c'est un élément, une convocation d'intégration totale, si vous voulez. Et ça me permet de développer encore les deux premiers cours que je vous ai proposés sur l'identité et sur l'intégration. C'est en quelque sorte la figure maximale de la demande d'intégration. C'est en quelque sorte une demande d'appartenance totale. Bien. Alors, totalitaire, vu les exemples qu'on a pu voir. Mon sentiment, c'est que c'est tellement une demande totale qu'elle a existé de manière très brève, finalement un siècle à Athènes, et que c'est quelque chose de très difficile à maintenir en dehors d'immenses efforts de répression et d'intégration. Néanmoins, on en voit régulièrement des figures.
il existe des sites internet qui s'appellent Français de souche ou des choses comme ça et qui remobilisent ce mythe extrêmement violent et finalement délirant. Tant il vise une pureté qui n'existe pas. Il est dans la négation de la réalité et une interprétation étonnante du rapport à la Terre. Je tiens néanmoins à dire que voilà, il faut se laisser la place pour penser et pour pratiquer des appartenances locales éphémères. Alors, je vous avais gardé en dernier un dernier élément de rappel à la vigilance par rapport à, peut-être d'ailleurs plus général, de la façon dont évoluent les paradigmes et, pour parler de manière plus simple, comment évoluent les manières de penser. Et cet article d'Elisabeth Rémy et Corinne Beck nous invite à réfléchir sur l'évolution des manières de penser à partir des manières de penser les espèces animales et les espèces d'insectes. Et il nous est dit, on est de plus en plus en train de distinguer des allochtones, venus d'ailleurs, des autochtones, des espèces autochtones, et des espèces invasives. En d'autres termes, des caractérisations animales qui traduiraient la façon dont de plus en plus on envisage l'immigration des humains. Et comme si apparaissait dans la catégorisation des animaux, finalement, une manière de penser dont on aurait à se méfier. En d'autres termes, ce qu'elle nous dit, c'est tenez, regardez, c'est étrange, nous sommes en train de classer les animaux comme allochtones, autochtones et espèces invasives. Les animaux ne se sont jamais appelés comme ça, ce sont des catégories humaines qui les classent ainsi. Peut-être que nous sommes en train, nous-mêmes, dans la façon dont nous concevons les cultures humaines, de redévelopper discrètement, notamment dans les rapports avec l'immigration, ces catégories de la pensée, autochtone, allochtone et invasive, et peut-être que nous pouvons nous en apercevoir en regardant la façon dont nous classons les animaux. Pourquoi est-ce qu'on décrit par exemple les bourdons asiatiques comme une espèce invasive? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'immigration est une invasion? Hein? Donc vous voyez, avoir comme ça une vigilance tout azimut pour voir dans toutes les manifestations de la culture la façon dont profondément notre perception des choses évolue. La question c'est comment est-ce que, grâce à une pensée critique et consciente des manières de penser, de parler, d'agir, de sentir externes à l'individu et qui s'imposent à lui, des choses que nous négocions collectivement plutôt de manière inconsciente, on arrive à pas sombrer dans des impasses. Comment je peux aimer profondément la terre sur laquelle je suis, profondément aimer son sol, comment est-ce que je peux reconnaître à la qualité de l'humus dans mes doigts ou en regardant les sillons ou en regardant les arbres, comment est-ce que je peux sentir comment ce sol-là va et comment est-ce que je peux avoir des émotions avec lui, comment je peux le respecter, comment je peux m'y sentir accueilli, réchauffé, comment je peux avoir une relation émotive avec le monde et pas être dans la négation du monde qui se matérialise sous la forme de la terre sous mes pas. C'est-à-dire quiconque vient m'envahit, quiconque vient est un étranger. En d'autres termes, comment je peux rentrer dans un rapport d'amour de la terre qui ne soit non pas excluant, mais au contraire incluant. Et comment je puis admettre que ce rapport que nous avons à la matérialité, comment cet ancrage dans le sol doit être accepté comme quelque chose de fabriqué, de construit. Je m'enracine, je ne suis pas raciné, je m'enracine, je fais souche, je ne suis pas de souche. Ce qui nous permettrait de rendre justice à la qualité particulière de cette capacité humaine à s'enraciner, à faire souche, à ne pas être là n'importe où, à entrer en relation avec son environnement et avec les autres, et non pas seulement soit à devoir de Dieu le fait d'être là, soit à, au contraire, nier complètement la distance et la matérialité et la matière et la terre comme altérité dans le déploiement de son action. Voilà, bon, bah, comme d'habitude, j'ai absolument pas tenu dans les délais que je m'étais impartis. La semaine prochaine, nous nous retrouverons. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes aventures. Voilà.